Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment fascinant qui dessine un peu les contours de la puissance américaine pour la décennie à venir. On va décrypter ensemble la future stratégie de défense nationale des États-Unis pour 2026. Et pour ça, on s'appuie sur l'excellent livre d'Adnan Benchakroun qui vient tout juste de paraître. Ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que ce n'est pas juste un document politique qui va changer à la prochaine élection. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est la vision de l'État stratégique américain, une projection sur le long terme. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de passer cette vision au crible, de décortiquer ces principes directeurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les États-Unis, pour nous, leurs alliés en Europe ou pour ceux en Asie? Et bien sûr, pour leurs rivaux. On va voir pourquoi ce texte est décrit partout comme une rupture radicale avec les 30 dernières années. C'est une sorte de grand ménage, quoi. Et tout ça, ça s'articule autour d'une formule qui peut sembler simple, mais qui est en fait très, très lourde de sens. La paix par la force. D'accord. Et pour nous guider, l'analyse de Benchakroun met en avant 4 grands piliers qui structurent cette nouvelle vision. Le premier, et c'est déjà un changement majeur, c'est de se concentrer sur la défense du territoire américain lui-même, le homeland. Voilà. Le deuxième, c'est l'obsession chinoise. Comment dissuader la Chine, par la force, oui, mais sans forcément chercher la confrontation directe. Le troisième pilier, et celui-là il va beaucoup nous concerner en Europe, c'est cette idée d'un nouveau contrat avec les alliés. Un contrat basé sur un partage du fardeau bien plus exigeant. Beaucoup plus, oui. Et enfin, le quatrième pilier, qui est un peu le moteur de tout le reste, la reconstruction de la base industrielle de défense américaine. C'est un peu l'histoire d'une Amérique qui fait ses comptes et qui choisit ses combats. Alors commençons par le début, justement. Cette idée de rupture, le document semble dire tout ce qu'on a fait depuis la fin de la guerre froide, c'était une erreur. C'est d'une violence assez rare pour un texte officiel, non? Ah oui, c'est ce qui est fascinant. Le document commence par une autocritique d'une sévérité implacable. Il affirme que pendant 30 ans, les États-Unis ont confondu deux notions très différentes, la puissance et l'omniprésence. Puissance et omniprésence. Et oui, ils ont cru que pour être puissant, il fallait être partout, tout le temps. Et le résultat, c'est ce que la stratégie nomme des aventures grandioses mais mal définies. On pense à l'Afghanistan, à l'Irak. Bien sûr, des guerres interminables, extraordinairement coûteuses en vie, en argent, et avec des objectifs qui sont restés flous. Le texte rejette ce qu'il appelle un idéalisme utopique, l'idée que l'Amérique devait gérer le désordre mondial. C'est un peu la fin du rêve du gendarme du monde, alors. C'est ça. On passe d'une Amérique qui veut façonner le monde à son image, à une Amérique qui veut d'abord, et avant tout, protéger ses propres intérêts. Et c'est là qu'intervient ce fameux concept de « paix par la force ». Ça sonne un peu comme un slogan, mais qu'est-ce que ça cache vraiment comme doctrine? Alors c'est beaucoup plus qu'un slogan. C'est le retour à une vision très réaliste, certains diraient même pessimiste, des relations internationales. Dans cette vision, la paix, ce n'est plus l'état naturel des choses. C'est un équilibre instable, un équilibre qu'il faut maintenir par une démonstration de force crédible et permanente. La dissuasion est au cœur de tout. Elle est au cœur de tout, mais elle est complètement redéfinie. Elle devient multidomaine. Elle n'est plus seulement nucléaire ou conventionnelle, elle intègre le cyber, l'espace et même la capacité industrielle. L'industrie comme arme de dissuasion? Absolument. Et surtout, elle repose sur un nouveau concept clé, la dissuasion par le déni. Alors, attendez, ça, c'est un changement de philosophie qui est énorme. On passe de la doctrine classique du « si tu m'attaques, je te détruis en représailles » Oui, à une posture qui dit « n'essaie même pas parce que de toute façon, tu n'y arriveras jamais ». c'est exactement ça. C'est presque plus psychologique que militaire en fait. Tout à fait. Il s'agit de convaincre un adversaire potentiel que toute agression est vouée à l'échec dès le départ, que le coût d'entrée est juste prohibitif. L'idée, c'est de construire un système si résilient, si robuste, que l'autre camp ne voit aucune fenêtre d'opportunité. Et cette idée de dissuasion par le déni, elle est fondamentale pour comprendre la nouvelle posture américaine Face à la Chine, j'imagine. face à son principal compétiteur, la Chine. Absolument. C'est logique. Si on arrête de vouloir être partout, il faut bien choisir où on va être. Ça redessine complètement la carte des priorités. Et je suppose que si on commence par ses propres intérêts, la première chose qu'on regarde, c'est sa propre porte. C'est la priorité numéro 1. Absolue. Elle est martelée à chaque page de leur white paper. La défense du homeland, le territoire national. C'est un recentrage spectaculaire. Pendant des décennies,
La sécurité américaine se jouait en Europe, au Moyen-Orient. Loin de chez eux. Exactement. Désormais, elle se joue à leurs frontières. La stratégie insiste énormément sur la sécurisation de la frontière sud, avec une approche très militarisée. Elle introduit même un concept, celui de narcoterrorisme, pour qualifier la menace des cartels. On ne les voit plus comme des simples criminels, mais comme des acteurs quasi-étatiques. D'accord. Et il y a aussi les menaces plus modernes, j'imagine. Bien sûr, il y a une obsession pour la protection contre les cyberattaques, les essaims de drones, les missiles hypersoniques. L'hémisphère occidental redevient le centre de gravité de la sécurité américaine. D'accord, on verrouille la maison et une fois que les portes sont bien fermées, vers qui se tourne le regard américain? Quel est l'enjeu qui structure tout le reste? Sans aucune hésitation, la Chine. Elle est définie noir sur blanc comme le défi stratégique central du XXIe siècle. Et le vocabulaire est intéressant. Le document évite de la qualifier d'ennemi. Ah oui? Oui, le mot ennemi appelle une confrontation inévitable. On préfère le terme de compétiteur. Un compétiteur global sur le long terme, c'est une rivalité qui se joue sur tous les tableaux, économiques, technologiques, diplomatiques et bien sûr militaires. Donc le but affiché, ce n'est pas de déclencher une guerre? Non. Le but, c'est d'empêcher à tout prix la domination chinoise, en particulier sur la zone la plus stratégique du globe, l'Indo-Pacifique. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux concept de dissuasion par le déni. Comment est-ce qu'on construit ce mur, à la fois psychologique et militaire, face à un géant comme la Chine, qui est en plus sur son propre terrain de jeu? Eh bien, par la mise en place d'un dispositif défensif extrêmement dense, le long de ce que les stratèges appellent la première chaîne d'îles. La première chaîne d'îles. Oui, il faut imaginer une sorte de barrière invisible mais redoutable qui court du Japon à Taïwan, puis jusqu'aux Philippines. L'idée, c'est de truffer cette zone de capteurs, de missiles discrets, de bases légères et agiles, de drones sous-marins, pour que la marine chinoise ne puisse tout simplement pas sortir dans le Pacifique sans être détectée et menacée immédiatement. L'objectif est donc de rendre une invasion de Taïwan, par exemple, militairement. Si complexe et si coûteuse que Pékin n'y songe même pas. Voilà. Le déni. Mais pour construire cette barrière, pour truffer la zone de missiles, de drones, il faut des usines qui tournent à plein régime. Est-ce que les États-Unis ont encore cette capacité? Parce que la guerre en Ukraine, elle a quand même montré des faiblesses assez criantes, notamment sur la production d'obus. C'est le point névralgique. Et on y reviendra parce que c'est un pilier entier de la stratégie. Vous mettez le doigt sur la potentielle contradiction majeure du document. Il y a une ambition stratégique immense. Et la question de savoir si l'outil industriel peut suivre. C'est ça, le document le reconnaît et il en fait une priorité absolue. L'analyse d'Adnan Benchakroun est précieuse parce qu'elle ne donne pas que la vision de Washington. Il donne aussi la parole à un diplomate chinois. Et j'imagine qu'à Pékin, on ne voit pas du tout ça comme un simple bouclier défensif. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour Pékin, cette stratégie n'a rien de défensif, c'est une stratégie d'encerclement, pure et simple. La perspective chinoise telle qu'elle est rapportée, c'est celle d'une grande civilisation millénaire qui ne fait que retrouver sa place naturelle au sommet après ce qu'ils appellent 2 siècles d'humiliation. Ils ne se voient pas comme des agresseurs. Non, ils se voient comme une puissance qui restaure un ordre ancien. Et le diplomate souligne que la posture américaine ne fait qu'alimenter une spirale de méfiance. Et surtout, qu'elle montre une incompréhension totale de la sensibilité de dossiers comme Taïwan. Qui n'est pas un simple enjeu géopolitique pour eux. Absolument pas. Pour la Chine, c'est une question de souveraineté nationale, une blessure historique qui doit être refermée. D'accord, donc la Chine est la priorité absolue. Mais le monde est vaste. On ne peut pas juste rayer le reste de la carte. L'Europe est quand même le théâtre d'une guerre majeure. La Russie reste une puissance nucléaire agressive. Est-ce que Washington peut vraiment se permettre de dire « Désolé l'Europe, vous êtes maintenant le cadet de nos soucis ». Ça semble incroyablement risqué. C'est pourtant, en substance, le message. Le mot qui est utilisé, c'est que l'Europe devient secondaire. Secondaire, carrément. Oui, elle reste un allié stratégique, bien sûr, mais elle n'est plus la priorité opérationnelle. Le centre de gravité du monde a basculé vers l'Indo-Pacifique et les forces américaines doivent suivre. Dans cette nouvelle lecture, la Russie, bien que dangereuse, est vue comme une menace sérieuse, mais contenable. Un problème régional de premier ordre, oui, mais un problème régional. Que les Européens doivent donc assumer en première ligne. Voilà, avec leur poids économique considérable, c'est à eux de le faire. Le message est donc d'une clarté brutale. La défense conventionnelle de l'Europe, c'est maintenant l'affaire des Européens. Le fameux parapluie américain se replie partiellement.
C'est exactement ça. Le document est d'une franchise presque désarmante. Il rappelle un fait simple. Les économies européennes cumulées pèsent infiniment plus lourd que celles de la Russie. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison, du point de vue de Washington, qu'elles ne puissent pas financer leur propre défense. La guerre en Ukraine a agi comme un révélateur. Un révélateur cruel, oui. Cruel sur les faiblesses européennes, stock de munitions vides, dépendance industrielle, lenteur des décisions. Et pour pousser les alliés, la stratégie mentionne même un nouvel objectif chiffré qui fait bondir. Ah oui, Les alliés devraient consacrer 5% de leur PIB à la défense et à la sécurité. 5%. Mais c'est absolument énorme. La plupart des pays peinent à atteindre les 2%. C'est un chiffre qui semble presque conçu pour être inatteignable. On peut le voir comme ça, ou comme un moyen de justifier un futur désengagement si l'effort n'est pas fait. L'alliance devient conditionnelle. Elle devient transactionnelle. Le message, c'est « Nous serons là pour le nucléaire et le très haut du spectre, mais pour le conventionnel, montrez-nous que vous faites le travail. » L'ère de la protection automatique est finie. Et pendant ce temps, à Kiev, on doit lire ce genre de document avec une angoisse terrible. L'analyse inclut aussi le point de vue d'un diplomate ukrainien. Et son témoignage est poignant. Il explique que pour l'Ukraine, cette guerre est existentielle. C'est une question de survie nationale. Mais il sent bien que pour Washington, elle est en train de glisser du statut de priorité absolue à celui de gestion stratégique. Gestion stratégique, le terme est glaçant. Très. La grande crainte de Kiev, c'est la fatigue progressive de l'allié américain et surtout le doute immense sur la capacité réelle de l'Europe à prendre le relais. Si l'Europe devient secondaire, j'imagine que le Moyen-Orient et l'Afrique sont relégués tout en bas de la liste. Complètement. Pour le Moyen-Orient, la doctrine, c'est la délégation stratégique. On s'appuie sur les puissances régionales alliées, Israël, les pays du Golfe, pour maintenir un équilibre local. Les États-Unis n'interviennent que si leurs intérêts vitaux, comme la libre circulation du pétrole, sont directement menacés. Voilà. Quant à l'Afrique, elle est carrément qualifiée de périphérie stratégique. périphérie. Oui. L'engagement américain là-bas se limitera au contre-terrorisme ultra ciblé et uniquement contre les groupes qui ont la capacité de frapper le sol américain. Fini les grandes opérations de stabilisation. On a parlé plusieurs fois, mais ce qui est frappant, c'est à quel point toute cette grande architecture stratégique, cette projection de puissance, repose en fait sur un pilier très concret, très terre-à-terre. Les usines, le retour de l'industrie. C'est le 4e pilier, mais c'est en réalité la fondation de tout le reste. Le livre l'appelle le nerf de la puissance américaine. Et là aussi, la guerre en Ukraine a provoqué un véritable électrochoc au Pentagone. Ils se sont rendus compte de quelque chose. Ils se sont rendus compte que la guerre moderne, malgré toutes les technologies de pointe, redevenait aussi et surtout une guerre d'usine, une guerre d'attrition industrielle. La supériorité technologique d'un missile, elle ne sert pas à grand-chose si vous ne pouvez en produire que 10 par mois, alors que l'ennemi en face sature vos défenses avec des centaines de drones basiques. On a donc une stratégie qui appelle à une forme de mobilisation nationale de l'économie américaine. C'est le terme qui est utilisé. C'est un appel à reconstruire une capacité de production souveraine, à sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques. Les semi-conducteurs, les terres rares. Évidemment, mais aussi la chimie pour les explosifs, et à relocaliser la production. C'est une rupture totale avec des décennies de délocalisation et d'optimisation des coûts. La logique sécuritaire reprend le pas sur la logique purement économique. Sans cette base industrielle solide, toute la doctrine de la paix par la force, ce n'est qu'un château de cartes. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir à la fin ? L'image qui se dégage pour moi, c'est celle d'une Amérique qui se regarde un peu dans le miroir, qui admet ses erreurs passées et qui décide de devenir plus sélective, plus exigeante avec ses alliés. Et peut-être, au fond, plus prévisible. Oui, plus lisible dans ses intentions. C'est ça. Elle ne quitte pas la scène mondiale, mais elle choisit très très scrupuleusement les pièces dans lesquelles elle accepte de jouer un premier rôle. C'est qu'une excellente synthèse. Toute la stratégie vise à réaligner les engagements de l'Amérique avec ses ressources et ses intérêts fondamentaux. C'est le rejet de ce que les experts appellent la surextension stratégique, le fait de s'épuiser à vouloir tout faire partout. La grande conclusion, surtout pour nous, les partenaires et alliés européens, c'est qu'il faut faire le deuil d'une époque. L'ère de la sécurité déléguée à un protecteur américain bienveillant et quasi inconditionnel, c'est terminé. Un nouveau chapitre s'ouvre. Un nouveau chapitre, plus dur et plus transactionnel, s'ouvre.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Le grand pari de cette stratégie, c'est que la clarté va réduire les risques. En disant clairement « voici ce que nous défendrons à tout prix et voici ce dont nous ne nous mêlerons plus », on espère que les adversaires ne feront pas de mauvais calculs. Mais, dans un monde où cette sélectivité américaine crée inévitablement de nouveaux vides de puissance et où les alliances deviennent des contrats à la carte, est-ce que cette clarté mène vraiment une paix plus stable? Ou bien est-ce qu'elle ne fait que tracer de nouvelles lignes de faille, des zones grises où les règles du jeu sont à réinventer, préparant peut-être des confrontations encore plus dangereuses?